Mesdames, Messieurs, bonsoir. Politique, diplomatie, défense, sécurité entre le Mali et le Royaume d'Espagne. Les relations sont au beau fixe. La coopération entre les deux pays date de 2006 avec l'ouverture de l'ambassade d'Espagne à Bamako et la signature d'un premier accord cadre de coopération l'année suivante. Depuis, les relations n'ont cessé de se consolider et de se diversifier avec un accent particulier sur des secteurs prioritaires que sont la sécurité, la défense, la coopération au développement, sans oublier bien évidemment la culture. Le pays de la péninsule ibérique vient de célébrer sa fête nationale. C'était le mercredi 12 octobre dernier avec au menu de nombreuses réjouissances. La fête nationale d'Espagne et sa célébration au Mali. Nous en parlons ce soir. Nous recevons l'ambassadeur d'Espagne au Mali, José Hornero. Bonsoir Excellence. Anissou. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, quand on parle de fête nationale d'Espagne, de quoi est-ce qu'on parle concrètement ici en Afrique? Les fêtes nationales, c'est plutôt les fêtes des indépendances. Et en Espagne, c'est quoi? En Espagne, c'est pas tout du tout ça, c'est le contraire. C'est le jour où un matelot à l'origine andalou, qui s'appelait Rodrigo, il a crié terre, il a crié tierra, c'est-à-dire à ce moment-là, le reste du monde s'est aperçu qu'il y avait tout un continent, le continent américain, de l'autre côté de la planète. Jusqu'à ce point-là, on ne savait pas. Et c'est pour célébrer les frères des Espagnols en Amérique latine tous ensemble, avec une même langue partagée et une histoire partagée. Est-ce que c'est la même histoire que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb? C'est exactement la même histoire. C'est le découverte mutuelle entre deux mondes, le monde de l'Amérique et le monde de l'Europe, le monde des Espagnols. Et ça signifie que grâce à cette action, à partir de ce moment-là, le localisme, la planète brisée en des différents morceaux, est devenue une seule. On a passé de localisme au globalisme. On entend souvent parler de fête de la race, de jour de l'hispanité pour marquer le même jour. Cela veut dire que la célébration, elle a évolué, cette fête, elle a évolué dans le temps. Absolument. Expliquez-nous cette évolution. Oui. Il y a quelques années, il y a des décennies, même des siècles, qu'on avait une célébration différente, une célébration basée sur deux autres aspects de la relation qui nous relie entre l'Amérique latine et nous. Cette vision a changé au fur et à mesure que les mentalités ont changé aussi. On ne célèbre plus la race ou des questions comme des questions physiques ou reliées, mais on célèbre plutôt que nous sommes ensemble dans un monde globalisé avec une langue, une histoire et même une vision du monde partagée, pas exactement la même parce que ce n'est pas nécessaire, mais en tout cas partagée. Il y a, si vous voulez, une communauté basée sur la langue, l'histoire et la culture. Unique fête en Espagne, fête d'envergure nationale, ou alors il y en a plusieurs? C'est l'unique ou il y en a plusieurs? En fait, il y a plusieurs fêtes dans la même fête. Ah, parce que c'est très espagnol aussi. Oui. On aime enrichir le processus en ajoutant des choses à la poêle, n'est-ce pas? On célèbre tout d'abord la fête nationale, si vous voulez on peut parler après. On célèbre aussi la Vierge, ici à Saragossa, c'est l'une des villes espagnoles. C'est une grande fête aussi pour la région d'Aragon. Et on célèbre aussi le jour de la Guardia Civile, si vous voulez, la garde nationale ici au Mali. Ce sont trois fêtes qui sont ensemble et qui se célèbrent en même temps. À la même date? En même temps, à la même date. Mais les gens vont célébrer aussi bien la patrona, la parraine de Saragossa et en même temps la fête nationale. C'est une excuse pour sortir dehors et faire la fête. Alors, revenons à la commémoration de cette journée nationale, de cette fête nationale. Donc, elle s'est passée comment cette année en Espagne d'abord? Tout d'abord, on va monter un défilé militaire. Cette année, on a eu plus de 4000 militaires qui sont passés dans la revue de Sa Majesté le Roi, avec aussi le Premier ministre, le Président, on l'appelle, et tous les membres du gouvernement et des institutions de l'État. C'est un défilé aérien et terrestre, ça que c'est fait normalement à Madrid. Cette fois-ci, on l'a fait à Madrid, tout à côté de l'estade de Real Madrid, par ailleurs. Et c'est la célébration principale, mais on a aussi une tradition de le roi et le président recevoir les corps diplomatiques, y compris monsieur l'ambassadeur du Mali, mon collègue, cher ami, qui a été aussi invité pour cette célébration. Ce sont le roi
et avec le président qui vont être en contact formel mais aussi amical avec les représentants de tous les États qui sont représentés, qui sont de l'accréditation à Madrid. Un moment diplomatique donc qui a été célébré aussi ici au Mali. Ça s'est passé comment? Très bien. On était accompagné par monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur Abdoulaye Diop. On était accompagné aussi par monsieur le commissaire de l'aide alimentaire avec lequel on travaille beaucoup. Et on a eu aussi une représentation des ambassades, des organisations internationales, de la communauté espagnole et des coopérations, des coopérants. Et c'est très bien passé. Je crois qu'on a eu pas mal de jamon. Comme vous savez, c'est notre produit principal et avec la paella. C'est un plat fait de riz. Traditionnel, oui. Et très traditionnel, le jamon, la paella. Et je peux vous dire qu'il n'y a plus de paella et de jamon à l'ambassade. D'accord, la fête a donc été belle. Mais dites-nous, au-delà de cette commémoration, de cette célébration, sous quel signe est-ce que vous l'avez placé cette année? Quelle est la particularité de cette fête cette année? La particularité, c'est de rester. L'Espagne veut rester, veut continuer à travailler avec le Mali, avec le peuple malien, parce que le Mali et le peuple malien est confronté à une situation de crise multiforme. C'est une crise multidimensionnelle qui exige une riposte aussi multiforme et multidimensionnelle, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan de la coopération, sur la culture, sur le sport, n'importe quoi, il faut faire face à cette crise sur la base d'un respect mutuel, de la souveraineté de tous les partenaires et surtout de Mali, et sur des principes et des objectifs qui sont partagés. Basiquement, la paix et la sécurité, le progrès, la démocratie et le retour à l'ordre constitutionnel, et les droits de l'homme, les droits des jeunes filles et les droits des femmes et des enfants, travailler sur la bonne gouvernance et travailler sur la stabilité et l'insertion du Mali dans la communauté internationale. Ce sont tous des objectifs qui sont partagés, pas seulement par le Mali, mais pour les partenaires, notamment les Espagnols. Donc cette volonté de continuer à cheminer ensemble, vous l'avez réaffirmé hier avec le ministre des Affaires étrangères qui était présent à la fête. Et devant lui, je dis exactement la même chose que je viens de vous dire maintenant. On travaille sur ces axes de coopération parce que ces axes de coopération sont partagés, sont acceptés par le Mali et par tout le monde d'ailleurs, ou parce que tout le monde, notamment l'Espagne. Monsieur le ministre, dans son discours, il a aussi parlé de ces aspects, en ajoutant aussi d'autres aspects que moi aussi j'ai mentionnés comme immigration ordonnée et de coopération dans d'autres affaires. On est tout à fait ensemble dans cette mission, comme j'ai constaté avec monsieur le ministre. Alors, depuis quand est-ce que vous organisez la commémoration quand même au Mali? C'était la première fois ou alors depuis combien de temps vous le faites? On le fait toujours, on le fait chaque année. Ça dépend des conditions. Dans les dernières années, on a eu le Covid, comme vous vous rappelez, et ça a posé des complications pour célébrer d'une façon plus agrandie la fête nationale, mais en tout cas, on revient peu à peu. Et à partir de cette année-là, on va le faire comme ça. On va le faire avec tout le monde, avec grand pompe, si vous voulez. Alors, vous avez décidé d'organiser à l'occasion une semaine d'activités culturelles. Voilà. Alors, quel est le sens de cette semaine dans le cadre de la fête nationale? Oui, tout d'abord, avec un seul événement, c'est difficile à faire marquer ou à se faire différencier des restes des partenaires. Il vaut mieux de faire ces différentes activités concentrées sur une seule semaine. On a commencé avec le jour de cinéma espagnol, avec la communauté hispanophone, qui s'est rendue à l'ambassade pour regarder un film espagnol classique. On a continué avec la signature d'un accord avec une université privée bamakoise pour établir à l'université un lecteur d'espagnol, un professeur d'espagnol, qui va commencer à travailler sur la langue espagnole à l'université. On a célébré la fête nationale hier avec la présence de son Excellence Abdoulaye Diop. On va continuer demain avec, dans le cinéma magique, on va faire la présentation au ministre de la Culture d'un documentaire sur les Bogolan qui a été financé par la coopération espagnole. Mais c'est toute l'année
qu'on va faire des activités comme par exemple Ola Bolola, c'est une compétition qui a débuté l'année passée et c'est pour promouvoir l'esprit de supération chez les jeunes filles qui sont dans des clubs de basketball féminine à Bamako. Le documentaire dont vous parlez, c'est bien Le silence des origines. Il est réalisé par la jeune Fatoumata Thioye Coulibaly. Voilà. Une forme de soutien au cinéma ou au textile, c'est quoi concrètement? C'est ni l'un ni l'autre, c'est un soutien pour l'autonomisation des femmes, on va dire un peu âgées, parce que le Bogolan fini, c'est une technique traditionnelle qui est en train d'avoir des complications parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'en occupent. C'est aussi une façon d'appuyer la transmission des valeurs traditionnelles, des symboles, des idéogrammes qui sont bien ancrés dans la société malienne. C'est une question multiethnique qui ne touche pas seulement un seul regroupement, mais des différentes parties, en vérité presque toutes les Mali. Et c'est aussi une façon de relier la culture malienne à ce qui se passe en Europe, parce que le Bogolan est très apprécié au niveau des producteurs, très apprécié en Europe, et on voudrait faire cette connexion avec Madame Coulibaly qui est une professionnelle extraordinaire et qui a tous les moyens à sa disposition avec notre soutien pour pas seulement faire de la publicité ici, mais surtout, pas ici, mais en Europe. On a déjà fait un cinéma, un festival aux îles Canaries avant. Ça a été un succès retentissant et on veut aussi, avec nos amis maliens, continuer à faire ces travaux à aider les femmes et aider la transmission des valeurs traditionnelles. Et vous estimez que le cinéma, c'est le meilleur moyen de faire cela? Si on arrive à avoir des Maliens avec son téléphone portable et qui vont regarder le commentaire, je crois, monsieur, ça serait le meilleur des résultats possibles. La commémoration, donc, elle est essentiellement culturelle. La culture, elle occupe beaucoup de place dans la coopération entre nos deux pays. Quelle place pour la culture dans cette coopération? La place est absolument décisive. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, la crise qui traverse le Mali maintenant, c'est une crise multiforme. C'est une crise multidimensionnelle. On ne peut pas répondre aux crises multidimensionnelles en se focalisant seulement sur les aspects sécuritaires. Il faut aller ailleurs, il faut aller plus loin. Et la culture, c'est une manifestation de l'évolution d'une société. Par exemple, je vous donne un autre exemple de notre coopération culturelle. On fait un festival de musique qui s'appelle Ola Bamako. C'est le festival peut-être le plus important pour les partenaires ici au Mali. C'est un festival. La plupart des musiciens, ce sont des musiciens qui viennent de tout le Mali. Et c'est une façon directe, immédiate, de mettre en contact de différentes sensibilités, de différentes cultures. Voilà une façon de répondre à la crise. Souligner le fait qu'on est tous les mêmes choses. On est, comme j'ai dit hier à la célébration de la fête nationale, imaginez-vous votre main et les doigts de votre main sont toujours différents. Ils ne sont pas les mêmes, mais néanmoins, tous les doigts appartiennent à une seule main. Et alors, si on ne travaille pas ensemble, la main ne va pas fonctionner. Voilà la même chose avec la couture. Alors, vous organisez donc ce festival Ola Bamako depuis combien d'années? 4, je crois? Oui. Depuis 4 ans. Avec quels résultats déjà? Ouais, on est très satisfait. C'est pour cela qu'on continue à le faire. On a soutenu un public jeune, enthousiasmé avec la musique. Et là, ils ont la possibilité de voir en direct les plus grands artistes musiciens du Mali. Et quand je dis les plus grands, ce sont les plus grands, que ce soit dans la musique du Sud, la musique du Centre ou la musique du Nord. Vraiment, il nous faut parfois des limitations d'espace pour le faire. Et je tiens cette opportunité pour remercier la collaboration du Musée national et des autres institutions et des partenaires privés maliens qui nous aide à célébrer ce festival. La 5e édition, elle est en préparation, c'est pour quand? C'est toute l'année en préparation. On parle avec les artistes tout le temps. Vous connaissez les artistes. Il faut les parler petit à petit. On travaillerait dans les lignes qu'on a déjà travaillées dans le passé parce que ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais pourtant, le Mali et l'Espagne, c'est deux pays qui sont quand même assez distants. Qu'est-ce qui nous rapproche autant sur le plan culturel? Regardez.
Il y a 8 siècles plus ou moins, un monsieur qui est né à Grenade, Espagne, la péninsule ibérique, qui s'appelle Essa Ali. Il a été embauché par M. Mansa Moussa quand il était au Caire. D'accord. Il a été embauché comme le professionnel qui serait censé désigner et bâtir la mosquée de Jean Grabé à Tombouctou. Oui. Il a été fait par les Maliens, mais sous la direction d'un Espagnol, sous la direction d'un monsieur né à Grenade. Ça, c'est le 13e siècle. Depuis lors, on a travaillé ensemble, par exemple, on a une ligne de coopération culturelle pour la diffusion et préservation des manuscrits de Tombouctou. D'accord. Quand on dit les manuscrits de Tombouctou, les manuscrits sont déjà éparpillés, comme vous savez. Il y en a qui sont en Espagne, il y en a qui sont à Bamako, qui sont à Gao, qui sont à Djenné, qui sont à Tombouctou. Le Maroc en a restitué récemment, il y en a à Ségou, il y en a, oui. C'est vrai, une belle décision de nos amis. Et on travaille aussi sur cette ligne de faire cette transmission et diffusion. Pourquoi? Parce que quelques-uns des manuscrits viennent de l'Espagne ou sont allés en Espagne à cause de, vous savez, de l'évolution de l'histoire. Et c'est une sagesse qui est patrimoine mondial. Ce n'est pas seulement malien ou espagnol, c'est mondial. Quand on travaille sur les manuscrits, on travaille sur un héritage partagé avec le Mali et l'Espagne. Donc on a bien de choses en commun. Je suis né à une ville qui s'appelle Toledo. Dans cette ville-là, on avait une communauté qui a fait l'exil il y a plus de 5 siècles. Moi, je suis le descendant de cette communauté et une partie de cette communauté s'est dirigée vers Tombouctou. Et il y a cette légende chez nous, chez moi, c'est ceux qui sont nés à Tolède, qu'on a encore cette famille qui sont allées, on a encore les clés traditionnelles pour entrer dans les maisons à Tolède. C'est une belle légende. D'accord. Alors, travailler donc sur la culture comme outil de la paix. J'ai vu que c'est un des objectifs du festival au Bamako que vous organisez. Vous en avez parlé d'ailleurs un peu par rapport à la paix. Alors, la paix, c'est ce que le Mali recherche le plus aujourd'hui, au-delà de la culture. Comment est-ce que l'Espagne aide le Mali à aller vers cette paix? Tout d'abord, on travaille avec le Mali selon la demande et les objectifs poursuivis par le Mali. On n'essaie pas d'aller plus loin que les autorités, on n'essaie pas d'aller plus loin que la communauté internationale dans l'ensemble. C'est-à-dire, on suit les principes et les indications générales données par la communauté internationale, que ce soit des organisations régionales, que ce soit des organisations africaines ou même l'ONU. L'Espagne fait partie de toutes les initiatives, presque toutes. On a un appui financier, on a un appui en personnel et on a un appui politico-diplomatique. Alors, on travaille basiquement sur les multilatérales. On ne fait pas la différence. On ne veut pas poursuivre des fins ou des objectifs qui seraient seulement à nous, parce que ça, dans l'opinion de mon gouvernement, ne marche pas. Il faut travailler ensemble. Parce que la crise de Mali, ce n'est pas seulement la crise de Mali, c'est la crise de la région, c'est la crise du Sahel. Il n'y a pas une solution qui ne passe pas par une riposte coordonnée, intégrée et multiforme. C'est-à-dire avec tous les éléments dont on a parlé, sinon ça n'ira pas. Alors, on vous dit, votre pays donc, très actif dans le cadre de l'EUTM, ça se passe comment présentement? Traditionnellement, depuis la création de la mission, normalement l'Espagne c'est le pays qui fournit le plus grand nombre des effectifs à la mission. On a aussi 3 fois commandé la mission parce que nous sommes très profondément engagés dans l'évolution de la mission. Cette mission pourtant est une mission européenne, c'est-à-dire les décisions opérationnelles et les décisions politiques doivent se faire à Bruxelles, pas à Madrid. On collabore, on coopère avec nos partenaires européens, mais nous ne sommes qu'une partie de la mission. Notre volonté à Madrid et ici à l'ambassade, c'est de continuer l'engagement. On veut continuer. Et d'ailleurs, les Espagnols, c'est encore une fois le contingent le plus important. Et on veut rester comme cela. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter à l'évolution de la situation. On a des conversations constantes avec nos amis, des partenaires et avec aussi le gouvernement malien.
Et bon, il faut travailler ensemble parce que la mission se caractérise par le principe de travailler d'une façon coordonnée d'ensemble. Ce n'est pas une mission qui est imposée, c'est une mission à la demande du peuple malien et des Maliens. Alors, vous avez parlé de votre coopération, de votre collaboration avec le commissariat à la sécurité alimentaire. Il y a cette contribution annoncée cette année à la sécurité alimentaire. Le pays est donc en crise, tout le monde le sait. Des couches importantes ont besoin d'assistance dans ce cadre. Quelle est votre contribution à la prise en charge des besoins humanitaires de notre pays pour cette année? On a une contribution directe pour fournir à le commissariat des produits qui sont nécessaires pour l'alimentation, pour la population. Cette contribution, nous la faisons à travers l'agence de l'ONU qui travaille ici sur le terrain en étroite coordination avec les commissariats. Parce que nous, les Espagnols, nous n'avons pas les moyens et nous n'avons pas besoin d'avoir les moyens dans le terrain. C'est aux agences des Nations Unies qui travaillent en coordination avec les commissariats. Normalement, ce sont des tonnes et des tonnes de riz, ce qu'on fournit selon les indications des Nations Unies et du gouvernement. On l'a fait, on va continuer à le faire. Et nous avons une relation, je crois, j'ose le dire, très satisfaisante avec le commissariat et avec les Nations Unies. Appui à la sécurité alimentaire, mais l'humanitaire, c'est plus vaste que la sécurité alimentaire. Est-ce que vous avez d'autres actions dans ce cadre? Surtout dans deux domaines. Et depuis longtemps, la santé et l'éducation. Le deux est relié aussi aux conditions de la femme ici, et les enfants. Parce que quand on parle d'éducation, vous le savez, quand on parle de la santé, ça passe un élément incontournable, c'est la femme et les enfants. On travaille depuis longtemps dans l'éducation, dans plusieurs programmes, et on travaille depuis longtemps dans la santé, surtout au niveau de ce qui se fait, soit pour des actions spécialisées. On va voir par exemple, je vous donne un exemple, une mission médicale sur des opérations chirurgicales spécialisées. Et en même temps, on donne des financements et des appuis techniques pour l'attention des services de base médicaux. Normalement, pas à Bamako, c'est plutôt ailleurs. Mais pour faire cela, il faut travailler à travers les agences des Nations Unies, les ONG, les différentes autorités maliennes spécialisées. Mais on couvre les deux aspects, les aspects spécialisés et les aspects plutôt généraux, avec quelques limitations financières, parce que comme vous savez, on traverse une situation un peu difficile en Europe, en Espagne aussi. Il y a une situation difficile, économique, due à l'évolution de la situation de sécurité en Europe, mais nous avons l'intention de continuer à travailler avec le Mali. Alors, je parlais en ouverture de cette émission, de cette coopération qui date des années 2006-2007. Comment est-ce qu'elle a évolué depuis dans la forme, dans le cadre et dans le fond? Dans la forme, on a élargi nos moyens ici. Par exemple, on a ouvert une nouvelle ambassade. L'année passée, on a changé la location de l'ambassade. Oui, d'accord. Oui, et c'est une ambassade assez imposante pour signifier notre engagement avec le Mali en long terme. Pour les fonds, ce qu'on a fait, c'est nous adapter, nous essayons de nous adapter à l'évolution du Mali. En 2006, comme vous savez, vous êtes ici, la situation était tellement différente que la situation aujourd'hui. Alors, si nous devons être utiles au peuple malien, on doit nous adapter. Et c'est ça que nous essayons en ce moment de faire. On doit s'adapter à la situation en diversifiant l'offre qu'on a et aussi en parlant avec nos partenaires et amis maliens pour nous adapter. Alors, les nouveaux domaines de la coopération en termes d'adaptation, ça peut être quoi à partir de maintenant? Par exemple, ce que nous venons de dire, l'aide, c'est de la sécurité alimentaire. En 2006, on n'avait pas ça. Oui. Et maintenant, on doit travailler avec l'aide alimentaire, par exemple. Aussi, il y a des questions de déplacés internes. Il y a les questions d'accès aux services de base médicaux pour une certaine partie de la population. Il y a aussi la nécessité de faire évoluer la façon de travailler avec vous, par exemple en essayant d'utiliser plus l'Internet, les téléphones portables
que des autres outils assez traditionnels qui sont peut-être dans certains sens de plus en plus difficiles de faire. Alors c'est le Mali qui part difficilement vers les nouvelles technologies ou ça se passe comment? Il y a quel problème à ce niveau? Non, il y a des problèmes en disant que il y a une crise multiforme, comme on le sait. Alors, il faut s'adapter à la situation avec les moyens qu'on a. Par exemple, j'étais l'autre jour à l'université et j'étais personnellement très satisfait du fait de voir que l'université fait aussi des efforts. Il n'y a plus de librairie physique à l'université, il n'y a que les tablettes, les ordinateurs et les téléphones. Je crois que c'est aussi une approche assez intelligente. Alors, comment est-ce que, à la lumière de tout ce qui a été fait jusqu'ici, vous voyez un peu l'avenir de cette coopération entre le Mali et l'Espagne? L'avenir de la coopération, c'est un avenir d'enrichissement, tout d'abord politique, diplomatique. Et là, on l'a. On a l'engagement, on l'a. Deuxièmement, on doit s'adapter. Il faut faire une adaptation continuelle au processus qu'on a aussi au Mali et dans la région aussi. C'est une adaptation mutuelle. Troisièmement, il y a aussi l'aspect multilatéral, que ce soit les Nations Unies ou l'Union européenne. Parce que nous, les Espagnols, nous travaillons beaucoup à travers les différentes agences des Nations Unies et les différentes institutions de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre compte de ce cadre triangulaire de la coopération espagnole. Parce qu'en plus, il y a une décision depuis longtemps de la part de mon gouvernement de travailler sur le plan multilatéral, pas seulement sur le plan bilatéral. Alors, Excellence, on vous dit, vous personnellement, très adapté dans le contexte malien. On dit que vous avez une grosse capacité d'adaptation. Vous vous fondez pratiquement dans la masse malgré un peu la couleur de votre peau. Alors, qu'est-ce qui favorise cela? Tout d'abord, il faut avoir du respect à l'autre. Un respect intime sur ce qui signifie l'autre. Deuxièmement, j'ai des avantages parce que je suis un espagnol. C'est-à-dire, on aime les métissages, on aime se mêler des gens, comme notre histoire le prouve. Troisièmement, je viens d'une région, d'une ville qui est habituée à avoir ce mouvement de personnes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la deuxième communauté malienne en Europe, c'est la communauté malienne en Espagne. D'abord, c'est la France, mais nous sommes la deuxième. On commence à être habitué à la présence des Maliens et des Maliennes sur le territoire national. Et comme j'ai dit à plusieurs reprises aux autorités maliennes, on est absolument satisfait de ce que les Maliens font en Espagne. Ils sont des gens respectueux, ils sont des gens pacifiques, ils sont déjà des gens acharnés au travail. C'est ça justement ce que nous voulions. Et moi, personnellement, je me sens très à l'aise ici dans cette ville, dans ce pays, parce que je ne me sens pas traité différemment. Je me sens dans un pays ami, dans un peuple ami, honnêtement. Alors, à la télévision nationale ce soir, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des Maliens? Courage. Courage. Les problèmes qu'on a, je suis sûr qu'un jour vont finir et qu'on aura le Mali dont on parle quand on pense au Mali, la grande histoire, la culture absolument bouleversante que vous avez, ça va revenir. Courage. Alors, on vous souhaite bonne fête, même si c'est un peu en retard. Merci en tout cas. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Initié. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.